Oui, je pense qu'on méprise trop aujourd'hui l'histoire orale. Quand je prends la région d'Ajoie, il y a eu quantité d'habitants qui ont eu des rôles discrets, mais intéressants pendant la Seconde Guerre mondiale. La contrebande, bien entendu, mais aussi le renseignement. C'est malheureux, la plupart sont morts sans avoir dit un mot de ce qu'ils faisaient. Mais vous avez justement alors commencé votre livre par une phrase qui m'a vraiment impressionné. Le saillant de Porrentruy n'est pas défendu entre 39 et 45. Le saillant n'était pas défendu pour deux raisons au moins. La première, c'est que l'armée suisse n'avait pas les moyens de défendre l'ensemble du territoire. Il y avait des territoires sacrifiés, au nord-est de Zurich en particulier, le Schaffhouse, Genève, ce qu'on appelle les saillants. Donc parmi tous vos travaux de recherche, qu'est-ce qui a été le plus difficile? Le plus difficile, c'est justement de trouver de bons témoignages ou d'écouter de bons témoignages qui apportent quelque chose d'intéressant. Et si possible, sans qu'il y ait trop de mélange d'époques, parce qu'avec le temps, la mémoire étant faillible, eh bien, il y a des témoins qui se trompent gravement sur les dates ou les événements. Oui, bien sûr. Mais aussi, vous aviez une population de taiseux plutôt. Oui, parce qu'on avait à l'époque beaucoup plus de discipline qu'aujourd'hui. On était soumis au secret militaire, si bien que ceux qui connaissaient bien les fortifications en Ajoie ou à la limite de l'Ajoie, ou qui avaient fait du renseignement, n'ont jamais rien dit, sont morts. Alors justement maintenant, surtout en Ajoie, il y a comme une découverte de toute cette histoire. Tenez, je viens d'apprendre qu'à Mauvelier, il y a un monsieur qui a passé sa vie à répertorier les fortins. Alors maintenant, on a un certain public qui est avide de faire ces visites souterraines, parce que c'est un monde mystérieux. Ce que vous proposez à travers une société? Oui, on a une société qui s'appelle fortinjura.ch, où on a une dizaine d'ouvrages qui sont ouverts au public. Et c'est quelle population qui vous suit? Je dirais en priorité des gens d'un âge avancé, de la retraite. L'âge de la retraite. Beaucoup d'associations de gymnastique, de sport, etc. Et puis les classes. Cette population de jeunes qui ont, je pense, entre 14 et 16 ans, quel genre d'intérêt ils ont à suivre à la fois les discours, à la fois l'histoire, comme par exemple les lectures qu'on peut avoir actuellement. Maintenant, avec les années qui passent depuis la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de fonds d'archives sont publics. Et maintenant, tout le monde sait que Guisan espérait une aide française en cas d'invasion allemande et que, comme tous ses contemporains, il pensait que les Français étaient invincibles. Quand ils se sont effondrés en juin 1940, ça a été le grand découragement dans la population, mais la grande surprise pour un Guisan également. Mais là, vous êtes sur un lieu historique pour moi. Mais en 1944, on a eu la première armée française qui longeait la frontière qui se dirigeait vers l'Alsace. Et c'est à peu près à quelques kilomètres d'ici qu'un régiment allemand, peut-être deux régiments allemands, ont contre-attaqué, cherché à couper la seule route de ravitaillement du général Delattre, qui avait besoin de centaines de milliers de litres d'essence par jour. Oui, c'est ça. Et il voulait le couper de ses approvisionnements en carburant et en munitions. Mais ça s'est terminé assez tragiquement, puisqu'il a fallu interner une grande partie de ce régiment, un peu plus de 350. Alors ils se sont trouvés dans une situation telle qu'ils pouvaient choisir ou être faits prisonniers par la première armée française ou entrer en Suisse. Et environ 300 d'entre eux ont demandé l'internement.
Et puis alors, ce que j'avais vu à cette occasion, c'est que certains ajoulots n'avaient pas une attitude très digne. La suite de cette saga militaire dans cette collection, dont voici le tome numéro 2.